Filmé par un passant sidéré, une voiture lancée à pleine vitesse traversait le centre-ville de l'île. Il grille en feu rouge et percute un jeune homme qui s'engageait sur un passage piéton. Le chauffeur prend ensuite la fuite, poursuivi par la police. Témoins choqués tentent désemparément de réanimer la victime. Il y avait déjà un autre jeune homme qui vérifiait son pouls et il a dit il ne respire plus. Quelqu'un sait faire un massage cardiaque ou pas? Et là, ma meilleure amie, je l'ai regardée, elle m'a dit viens, mes affaires, je vais le faire. Et là, elle a commencé à faire un massage cardiaque et les secours sont arrivés 5 minutes après. En vain, Mathis, 19 ans, est mort sur le coup. 12 jours après le drame, son père plongé dans l'incompréhension. Un de ses copains avait arrivé à la voiture, dont il a essayé de l'attraper, mais il n'a pas réussi. Et je ne sais pas pourquoi Mathias ne s'en est pas rendu compte. C'est cruel. Je revis le film, en fait, sans être présent, je revis l'accident. Ses amis sont venus me voir hier soir, ils disaient, ne vous inquiétez pas, il était heureux. Il croquait la vie à pleines dents. Sur les lieux du drame, l'émotion est immense. L'oncle du jeune homme venait déposer un bouquet de fleurs témoin. Il était plein de joie, il était content, il avait un travail, il avait une petite amie, une famille qu'il aimait. Un jeune de 20 ans. Je ne peux pas. Le chauffeur a été interpellé. D'après le procureur, le dépistage alcoolique a été négatif. Des bouteilles de protoxyde d'azote ont été trouvées dans le véhicule. Quelques minutes plus tôt, l'homme avait refusé de se mettre en contrôle de police, suspecté d'inhaler du gaz hilarant. Une de nos patrouilles a décidé de contrôler un conducteur qui semblait inhaler un gaz de type protoxyde d'azote à l'aide d'un ballon de baudruche. C'est là que le véhicule a accéléré très fortement. Nos collègues qui étaient très loin derrière n'ont pas pu suivre. Placé en détention, le conducteur de 31 ans, déjà connu des services de police pour des infractions au code de la route, fait désormais l'objet d'une enquête pour homicide routier et refus d'obtempérer. Nos confrères d'Envoyé spécial filment sur les Champs-Élysées en samedi soir et ne leur faut pas longtemps pour trouver des ballons de baudruche gonflés avec un gaz hilarant provenant de cartouches. Un gaz synonyme pour ces consommateurs de rire automatique et de fête. Qu'est-ce que le protoxyde d'azote? Un gaz en vente libre tout à fait légal. Il est utilisé en anesthésie, en chirurgie, mais aussi en pâtisserie, notamment pour réaliser des chantilly avec des petites capsules de gaz. Une fois qu'on a mis la crème, on ferme directement le siphon, on met la capsule dans cet embout et on charge. Vous allez entendre le petit gaz qui va se dissiper. Mais ce n'est pas la chantier qui intéresse les amateurs de protoxyde. Les déchets dans les rues témoignent de l'attrait de ces gaz. 10% de moins de 35 ans ont déjà consommé la moitié d'entre eux en conduisant. Pire, 5% des élèves de 3e y ont déjà goûté. Quels sont les effets de ce gaz sur la santé? Il y a des effets délétères immédiats, nausées, troubles de la vision, perte de connaissance et de coordination, mais cela peut être beaucoup plus grave à haute dose. J'ai vu au cours de ces derniers mois au moins 3 patients qui sont venus en consultation, des jeunes en fauteuil roulant ou en déambulant, tout simplement parce que le protoxyde d'azote va causer des carences en vitamine B12 et cela peut provoquer des neuropathies. Dans le même temps, une autre loi a été votée au Sénat et n'a pas encore été présentée à l'Assemblée. Ce sénateur le déplore. Il faut qu'on montre que le gouvernement prenne aussi ses responsabilités, qu'il dise on a 2 lois, de quelle manière on peut les faire évoluer pour qu'on puisse les appliquer dans notre pays. Reste la prévention auprès du grand public. Récemment, une société d'autoroute a lancé une campagne de sensibilisation. Elle montre que la consommation de protoxyde d'azote peut avoir des conséquences dramatiques.
Shein s'affiche fièrement rue de Rivoli à Paris pour son installation en France, mais le géant chinois du textile est rattrapé par le scandale. Une poupée pédopornographique illégale était vendue sur son site français. Les passants sont outrés. On ne peut pas tolérer un truc pareil, ce n'est pas possible. C'est honteux, c'est scandaleux, je ne vais pas donner de l'argent à des prédateurs. Le mercredi 5 novembre, la marque controversée occupera 1000 m² du grand magasin. Le patron de BHP juge l'affaire indécente, mais le groupe ne remet pas en question son partenariat. Nous avons travaillé avec le plus grand soin afin que tous les produits soient conformes à la législation française et européenne. Ces produits scandaleux qui se sont trouvés sur leur site et qui ont été retirés depuis ne sont pas des produits Shein. Shein vend à la fois des propres produits, mais aussi ceux d'autres ventes, comme c'est le cas pour cette poupée. Était le pénalement responsable pour le règlement, le commerçant en ligne a franchi la ligne rouge. Si les comportements se répètent, nous serons en droit et je le demanderai d'interdire l'accès de la plateforme Shein au marché français. Quand elle vend les produits des autres, la plateforme joue le rôle de place de marché. En cas de signalement, elle a 24 heures pour dépublier des objets illégaux, ce que Shein a fait rapidement. Techniquement parlant, Shein a joué sa responsabilité et est conforme à la loi. Donc, c'est difficile d'imaginer que l'enquête aboutisse à une interdiction de Shein en France. Mais pour la répression des fraudes, la plateforme peut toutefois être reconnue responsable et condamnée à une amende. La sanction vient sanctionner l'acte qui existe, et bien sûr, des mesures ont été prises pour retirer les contenus. Cela ne retire pas la responsabilité de la plateforme qui a pendant un temps diffusé ce type de contenu. Shein est loin d'être produits illégaux. En quelques lignes, nous trouvons cet après-midi une situation inadmissible pour les autorités qui convoquent les plateformes pour obtenir les coordonnées des acheteurs et des vendeurs. Il faut imaginer ces horaires et les acheteurs. Les premiers éboulements ont eu lieu le 3 novembre dans la matinée sous le regard effrayé des touristes de passage sur le forum. 1h30 plus tard, alors que les secours viennent d'évacuer les 3 ouvriers qui travaillaient sur le chantier de restructuration de la tour, les passants alertent. L'éboulement continue sur la partie haute. Deux pompiers s'échappent in extremis juste avant que l'intérieur de la tour ne s'effondre. L'équipe de secours n'en sort indemne. Mais un ouvrier blessé est transporté à l'hôpital dans un état grave et un autre se retrouve coincé sur les décombres. La personne a donné des signes de vie et les pompiers, après le premier éboulement, ont eu le temps de lui donner de quoi se protéger. C'est une opération longue et complexe. Située à quelques centaines de mètres du Colisée, la torre des Conti, haute de 29 mètres, fait face au Forum romain. Érigée au Moyen-Âge, il a plus de 800 ans, elle a été ferme publique et faisait l'objet d'importants travaux de restructuration. Dans les villes alentours, les habitants n'en reviennent pas. Autrefois, on appelait ce forum le champ des tours, parce qu'il y avait des tours partout. Et celle-là, c'est l'une des dernières. Ce soir, les pompiers restent à pied d'œuvre pour tenter de sortir l'ouvrier de toujours prisonnier des décombres. Une enquête a été ouverte pour catastrophe et blessures involontaires. Un coup de taser, l'homme est menotté par les policiers. Quelques instants plus tôt, il leur criait « Tuez-moi », selon un témoin. Son nom, Anthony Williams, 32 ans, de nationalité britannique. Il est né au Royaume-Uni, a précisé la police. Dans un contexte sur la question migratoire divise le pays. Il vient d'être inculpé pour de multiples tentatives de meurtre à bord d'un train samedi soir, mais aussi quelques heures plus tôt dans une station de métro à Londres. Ce n'est pas tout. La police révèle qu'il pourrait être lié à d'autres agressions les jours précédents, notamment dans un salon de coiffure. Samedi, il monte à bord du train Doncaster à Londres en garde de Petersburg. Ils avaient un couteau, ils s'attaquent au passage, créant la panique. Une dizaine d'entre eux se cachent dans la voiture.
Un homme est passé devant le bar et traversé le store. On a aperçu l'assaillant avec un grand couteau de cuisine. Puis, brillant pendant une trentaine de secondes, il est repassé dans l'autre sens. C'était la panique totale dans cet espace minuscule où nous étions les uns sur les autres. Depuis cette attaque qui a fait 11 blessés, la présence policière renforcée sur tout le réseau ferroviaire pour rassurer les Britanniques encore sous le choc. C'est effrayant d'être dans un train et de se retrouver face à ça. C'est un mode de transport très confiné. On est piégé une fois à l'intérieur. La presse britannique salue aujourd'hui l'héroïsme d'un agent du train qui s'est interposé face à l'assaillant pour protéger des passagers. Il est la victime la plus grièvement blessée dans un état critique. Un autre agent est loué pour sa bravoure. Conducteur du train, malgré les passagers qui tambourinaient à la porte de sa cabine pour lui demander d'arrêter le train, il a eu de sang-froid de poursuivre sa route à 200 km/h, obtenu l'échange de voies pour la gare la plus proche. C'était la meilleure décision, reconnaissent les secours. Une situation tendue. Depuis ce matin, les urgences doivent se passer de leur 30 internes en médecine. Conséquence immédiate, un accueil dégradé remarqué par certains patients. Il n'y a pas assez de monde du tout dans les étages, ils sont vides et le personnel est très manquant. Les internes sont de jeunes médecins en formation, mais leur encadrement est limité. Au CHUK, il manque 25 médecins titulaires pour les superviser. Selon un étudiant, la situation devient intenable. Il y a des moments où les internes s'occupaient seuls d'une quinzaine de patients et il y avait la peur de faire une erreur qui pourrait porter préjudice aux patients. En France, les hôpitaux fonctionnent en grande partie grâce aux internes qui représentent 40% des effectifs. Mais la pénurie de médecins expérimentés menace leur formation. C'est tout le service public qui est mis à main. Au final, on n'a pas assez de médecins expérimentés, donc la formation des internes qui sont des médecins de demain est encore mise à main. La situation n'est pas isolée à Caen. On va arrêter de recevoir les patients qui ont de la petite traumatologie, c'est-à-dire une entorse de la cheville, qui peut aussi être vue par la médecine généraliste. Les malades sont orientés vers les médecins traitants lorsqu'ils ont une patiente. Il faut qu'on arrive quand même à trouver davantage de médecins, qu'il y ait moins de déserts médicaux pour avoir les rendez-vous médicaux si on n'a pas de médecins. À Caen, le ministère a annoncé qu'il ferait appel aux médecins de la réserve sanitaire pour tenter de désamorcer la crise.